Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 65. Nous sommes le jeudi 6 avril 2017 et pendant une heure je vais essayer de répondre aux questions des membres plus. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur l'accueil, sur le site formation informatique avec Cédric.fr, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous trouverez un lien sous cette vidéo qui vous permettra d'arriver sur la page d'accueil du site. À cet endroit, vous pourrez mettre votre prénom, votre adresse email, cliquez sur oui, je veux m'inscrire et à partir de là, ça vous permettra d'avoir accès à des modules gratuits que je vous offre, notamment sur l'email, sur les photos. Vous pourrez découvrir tout ça après votre inscription. Voilà, allez, on va pouvoir démarrer officiellement le Demande à Cédric numéro 65. Soyez donc toutes et tous les bienvenus. Alors, je ne sais pas comment est-ce que je vais corriger ce bug du chat, mais c'est un petit peu compliqué, parce que j'ai l'impression que Mathilde avait une question et qu'elle a été, que je ne peux plus y accéder. Alors, je vais essayer de restaurer le chat pour voir. Oh là là, j'ai tout perdu. C'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai tout perdu. Oh, ça commence mal. Je vous le dis, ça commence très très mal. Ah non, ça y est, c'est arrivé. C'est revenu ici. J'espère que tout va bien se passer. Alors, ouvrir le chat dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Ça démarre mal aujourd'hui. Oh là 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 là, tout démarre mal. Mais on va y arriver. Voilà, allez, je suis reparti. En théorie, tout est revenu à la normale. Alors, Sacha, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Mon problème de compte Google sur mon iPhone a été résolu. Formidable Sacha. Eh bien, j'espère que c'est avec les indications que je vous ai indiquées. Mais en tout cas, félicitations. Si le problème est résolu, c'est formidable. Mathilde, bonjour Cédric et à toutes et tous. Est-ce que vider le cache Google n'efface pas les mots de passe enregistrés? On va regarder ça ensemble Mathilde, je ne pense pas, puisque c'est justement la fonction de vider le cache et non pas les mots de passe, mais vous avez raison de vous en inquiéter, on va regarder ça ensemble. Alors, je vous demande juste un instant le temps de partager mon écran. Voilà, donc pour vider le cache dans Google Chrome, on a vu qu'il fallait aller dans les 3 points en haut à droite, de choisir paramètres. À partir de là, on allait dans afficher les paramètres avancés, effacer les données de navigation. Alors à partir d'ici, vous voyez, vous avez images et fichiers en cache et juste en dessous, vous avez mot de passe. Donc on imagine bien que puisqu'il y a une case spécifique pour les mots de passe, eh bien il n'y aura pas d'effacement des mots de passe si vous choisissez ça. Je comprends votre inquiétude, mais néanmoins, ce que je dois vous dire, c'est que vos mots de passe, il faut absolument que vous les ayez quelque part ailleurs. Parce que si tous vos mots de passe sont enregistrés sur Google, c'est un petit peu problématique si vous ne les avez pas ailleurs. Alors sachez qu'il existe une solution, on va essayer de trouver ça ensemble, qui vous permet d'afficher vos mots de passe. Si toutefois vous n'avez pas mémoriser les mots de passe de Google, ça vous permettra de visualiser comment est-ce qu'on va faire. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, donc là, vous choisissez image et cache, vous voyez le mot de passe c'est en dessous. Dès lors où vous ne cochez pas la case des mots de passe, vous n'effacerez pas vos mots de passe. Alors, ensuite, ce que je voulais vous indiquer, c'était où retrouver les mots de passe. Parce qu'il y a un endroit sur Google Chrome où vous allez avoir la possibilité d'en gérer les mots de passe. Ça se trouve dans mots de passe et formulaire. Vous voyez, ici, on a cliqué pour effacer les données de navigation. Et là, vous avez un petit peu plus bas, gérer les mots de passe. Vous cliquez ici, et à partir de là, vous allez avoir un certain nombre de mots de passe. Vous pouvez cliquer sur le mot de passe en question pour pouvoir l'afficher. Donc si par exemple ici je veux cliquer sur mon mot de passe pour récupérer mon mot de passe one and one, je clique et il va me demander de l'afficher. Donc je clique ici sur afficher. Il faudra mettre le mot de passe de votre session Windows et une fois que vous aurez mis le mot de passe de votre session Windows, il affichera le mot de passe. Donc vous pouvez retrouver la liste de tous les mots de passe qui ont été enregistrés ici dans Google Chrome et vous refaire une petite liste soit à partir d'un Google Drive, soit à partir d'un petit carnet, c'est comme vous choisissez. Mais en tout cas, Mathilde, ce qui est très important, j'aurai certainement l'occasion d'en reparler si je fais le mini-cours sur les mots de passe, c'est que tous ces mots de passe-là, vous devez les avoir quelque part, parce que si votre ordinateur plante, eh bien,
même bien que vous ayez la synchronisation avec Google Chrome, il est possible que cette synchronisation un jour ne fonctionne plus ou qu'il y ait un bug. En tout cas, il faut toujours avoir des sauvegardes. Vous avez peut-être suivi le mini-cours sur les sauvegardes, mais voilà, il faut avoir des sauvegardes de toutes les choses que l'on ne veut pas perdre. Et une sauvegarde, c'est multiplier les supports. Voilà Mathilde, en tout cas, vous avez votre réponse, les mots de passe ne seront pas supprimés. Le chat est vraiment capricieux aujourd'hui parce que, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, ça passe, là je suis tout en haut de la fenêtre et je n'ai plus les différentes choses. Donc j'espère que j'ai encore rien raté. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais pallier à ça. Je vais essayer de restaurer le chat et de le remettre. Pour voir si ça va bien se passer. Oui, ça a l'air de revenir quand je fais ça. Bah écoutez, si c'est la solution, on va faire ça. Marc, bonjour. Marc, bienvenue parmi nous. Daniel, Alain, Pierre, bienvenue. Ravi que vous soyez à l'heure. N'hésitez pas si vous avez des questions, Pierre. Tania, bonjour. Tania, Mario. Alors, Mario, Mathilde, non, les mots de passe ne s'effacent pas en vidant le cache. Mario, merci de m'aider dans le chat. Les demandes à Cédric sont là pour que j'y réponde. Si vous voyez que je ne peux pas répondre, n'hésitez pas à le mettre, mais laissez-moi au moins l'opportunité de répondre. Ou alors, je vous passe les clés de la maison et vous vous occupez de tout, ça m'arrange. Comme vous voulez, Mario. C'est tout à fait possible. Albert, bonjour à toutes et tous. Bienvenue parmi nous, Albert. Jackie, bonjour. Mario. Alors, Florence, bonjour. Mathilde. Yvette, bonjour. Bernadette, bonjour. Lucien, bonjour Cédric et bonjour à toutes et tous. Son et vidéo, ok. Pas de questions pour l'instant. C'est vrai, j'ai même pas pensé à vous le demander. On a toujours des petits problèmes techniques et c'est vrai que je pense pas à vous le demander, mais je me dis que si vous m'entendez pas, vous allez me le notifier. Mais comme j'arrive un petit peu en retard, quoi qu'il en soit, il y a toujours, comme vous le savez, la retransmission. J'ai pas oublié de lancer l'enregistrement, donc tout va bien. Raymond, bonjour, ça fait plaisir de vous revoir. Raymond, ça fait longtemps que j'ai l'impression que vous n'étiez pas là, ou en tout cas que vous n'avez pas interagi avec le chat. Colette, bonjour. Philibert, bonjour, bienvenue. David, bonjour Cédric. Sur les 3 livres que vous conseillez, selon vous, quel est le meilleur livre pour éviter d'acheter les 3 ? Alors David fait référence aux différents livres que je conseillais dans le premier mini-cours sur créer un document où je parlais du CV. Donc on va regarder ça un petit peu ensemble parce que je ne me souviens plus des livres que je vous ai recommandés. Ça se trouve dans les mini-cours ici. Alors les 3 livres que je recommandais étaient les suivants. Réfléchissez et devenez riche, comment se faire des amis, les secrets d'un esprit millionnaire. Alors, si vous ne souhaitez pas acheter les 3 David, mais quand vous allez commencer à en lire un, vous allez avoir envie d'acheter les autres, tout dépend ce que vous recherchez dans les livres que je vous avais recommandés. Il y en a 2 qui sont bien si vous êtes en recherche d'emploi par exemple, il y en a 2 qui sont très importants, c'est Réfléchissez et devenez riche parce qu'ils vont vous donner pas mal d'astuces sur voilà, comment passer un entretien, voilà, l'état d'esprit dans lequel vous voulez être. Je ne vais pas revenir dessus, j'avais passé pas mal de temps déjà dans ce mini-cours. Réfléchissez et devenez riche, celui-là est vraiment bien parce que voilà, il va vous enseigner des concepts voilà, sur l'entrepreneuriat, sur la façon de voir les choses, voilà, c'est un livre qui a 50 ans, il a été un petit peu remis au goût du jour, mais voilà, les informations qui étaient valables 50 ans sont encore valables aujourd'hui, donc c'est un livre voilà, qui va durer dans le temps. Après, le deuxième, comment se faire des amis. Celui-ci, il est vraiment bien que le titre ne soit pas évocateur, comme je vous l'avais précisé. Comment se faire des amis, c'est vraiment la façon de se comporter avec les autres, de s'intégrer, comment vous dire, d'obtenir de meilleures interactions, quelles que soient les personnes que vous allez rencontrer, et de changer aussi votre état d'esprit, notre état d'esprit. Moi c'est pareil, c'est vrai qu'on a forcément, on a été élevé par des gens, on a vécu dans un certain milieu, on a donc nos propres références, et donc ce livre, c'est un petit peu pour vous ouvrir les yeux sur le fait qu'il existe d'autres perspectives que nos perspectives à nous. Nous, on a nos perspectives avec ce qu'on a appris. Et là, c'est vraiment un livre qui va vous expliquer
comment voir aussi l'autre, le point de vue de l'autre, il n'a pas forcément tort, et voilà, il faut aussi être capable de se dire j'ai pas tout le temps raison, il faut que j'écoute les autres, il faut voilà. Donc c'est vraiment un livre qui est bien aussi, qui va vous permettre de vous aider pendant l'entretien, pendant les relations avec les autres personnes que vous allez rencontrer dans votre vie. Donc c'est vraiment un livre qui est hyper intéressant. Et le dernier, Les secrets d'un esprit millionnaire, celui-ci, c'est vraiment, si vous voulez, il est essentiel, mais parce qu'il vous fait aussi changer d'état d'esprit. L'objectif de ces livres que j'ai mis ici, il y en a d'autres évidemment, mais comme Père riche, Père pauvre, comme d'autres, c'est vraiment l'objectif, c'est de changer son état d'esprit. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, je ne sais pas si vous êtes à la recherche d'emploi, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes salarié. Moi, j'ai été salarié pendant très longtemps, j'avais cet état d'esprit parce que dans toute ma famille, tout le monde a toujours été salarié, tout le monde, ma mère est institutrice, etc. Donc, j'avais pas du tout les préceptes de l'entrepreneuriat. Et quand j'ai créé ma société en 2009, et que je suis devenu indépendant, ça a tout changé parce que ce que j'avais en tête, les choses d'aller travailler le matin, d'attendre la fin du mois le salaire, tout a changé. Et donc c'est vraiment ce changement-là qui est important à mettre en place si vous voulez avoir, je sais pas quel âge vous avez David, mais voilà, si vous voulez avoir une vie riche et pas forcément d'argent, mais riche d'épanouissement et tout ça, c'est vraiment 3 livres qui sont indispensables. Maintenant, si vous deviez n'en acheter qu'un, c'est vraiment en fonction de ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, réfléchissez et devenez riche, ça va vraiment vous faire changer d'avis. Une fois que vous aurez fini, réfléchissez et devenez riche, que vous aurez trouvé un emploi, vous pourrez acheter Comment se faire des amis pour bien vous intégrer dans l'entreprise, pour bien sortir du lot et obtenir ce que vous avez envie, les promotions, travailler à mi-temps ou ce genre de choses. Et après, si vous voulez vraiment passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire commencer à gagner beaucoup d'argent, Les secrets d'un esprit millionnaire, c'est vraiment un livre qui va vous faire changer d'état d'esprit sur ce que vous avez, sur les croyances que vous avez sur l'argent, qu'on a tous d'ailleurs sur l'argent, pas tous, mais que 99% de la population avons par rapport aux gens qui gagnent aujourd'hui de l'argent. Et gagner de l'argent pour beaucoup de gens c'est tabou, alors qu'au final l'argent c'est simplement un carburant qui va vous permettre de faire des choses et de faire des grandes choses. Si c'est plus simple d'aider les gens, mais si vous aimez aider les gens par exemple, c'est beaucoup plus simple d'avoir de l'argent pour aider les gens, que ce soit vos proches ou entreprendre des actions humanitaires ou ce genre de choses. C'est beaucoup plus simple quand vous avez de l'argent que quand vous n'en avez pas et que vous allez aider les gens un par un. En gros c'est une mise à l'échelle de ce que vous êtes aujourd'hui. Donc avoir de l'argent, c'est pas forcément mal, ça va juste amplifier ce que vous êtes aujourd'hui. Si aujourd'hui vous êtes généreux, le fait d'avoir beaucoup d'argent fera de vous quelqu'un de généreux aussi. L'argent, c'est pas quelque chose de mal, de sale, il faut apprendre à s'en servir, et c'est vraiment les clés de ce livre, Les secrets d'un esprit millionnaire. C'est vraiment, ça m'a vraiment fait changer d'état d'esprit. Ça se lit tout seul, je sais plus combien il fait de pages, mais moi qui n'aime pas du tout lire, je l'ai lu très très rapidement, donc c'est vraiment quelque chose de très agréable à lire. Mais en fonction de ce que vous avez envie, vous pouvez, en fonction de vos besoins, vous pouvez choisir l'un de ces livres comme je vous l'ai indiqué. Voilà David, j'espère avoir répondu à votre question et n'hésitez pas à apporter des précisions si vous voulez qu'on affine encore un petit peu plus. Tania, aujourd'hui pas de questions, c'est seulement pour le plaisir de vous écouter. Merci beaucoup Tania, c'est sympathique. Ravi que vous soyez parmi nous et que vous n'ayez pas de questions, c'est-à-dire que tout va bien. Et ça, c'est formidable. Michel, bonjour et bienvenue parmi nous. Mario, pour Mathilde, Dashlane serait un bon outil. Effectivement Mario, Mathilde, si vous n'avez pas de gestionnaire de mots de passe aujourd'hui, vous pouvez choisir Dashlane. Il y a une vidéo dans les vidéos exclusives qui sera bientôt réintégrée dans un module quand j'aurai un petit peu de temps. Vous pouvez la trouver en allant sur l'accueil. Je vais enlever mon visage, ce sera plus simple. En allant sur l'accueil et en choisissant vidéo exclusive. C'est un module qui est appelé à disparaître pour être redispatché dans d'autres formations. Voilà, j'avais pas cliqué certainement. Voilà, et donc vous trouverez gérer facilement vos mots de passe. Il y a une vidéo ici, je sais plus combien de temps elle dure, elle est assez longue, je crois qu'elle fait 30 minutes. On va regarder ça ensemble. Elle fait 34 minutes, voilà. Et voilà, c'est vraiment une vidéo très importante pour la gestion de vos mots de passe, Mathilde. Je sais pas comment vous les gérez aujourd'hui, mais cette vidéo-là va vous apporter en théorie quelques éclaircissements concernant les mots de passe.
Voilà, merci Mario, effectivement, de préciser cette chose qui permet de gérer ces mots de passe plus facilement. Solange, bonjour Cédric et à tous. Dans notification en bas à droite, je reçois toujours reconnecter vos lecteurs. Pourtant, mon PC fonctionne. Alors, Solange, pardon, je ne sais pas à quoi correspond ça, mais je me demande si vous n'avez pas mis les mises à jour, les sauvegardes en place qui vous demandent de reconnecter votre lecteur pour qu'il puisse faire la sauvegarde. Donc si vous avez mis en place des sauvegardes et que vous enlevez votre disque dur, quand il vous dit reconnecter les lecteurs, c'est qu'il en a besoin pour faire des sauvegardes. Si vous avez par exemple planifié une sauvegarde toutes les semaines et que vous avez débranché et que vous avez oublié de rebrancher votre disque au moment de la sauvegarde, eh bien lui va peut-être vous donner ça. Sinon, on va regarder si c'est autre chose directement depuis Google. Quand vous avez un souci, vous pouvez regarder sur Google et voir, vous mettez l'intitulé exact et en général en faisant ça vous aurez des réponses qui sont pertinentes. Alors, reconnectez vos lecteurs, on va regarder ça. Reconnectez vos lecteurs. Reconnectez tous les lecteurs. Reconnexion automatique. Alors, voyons voir ce que va nous indiquer Microsoft. Impossible de reconnecter tous les lecteurs réseau après avoir déployé une stratégie qui contient un lecteur mappé Windows. Bon, je pense pas que ce soit ça. Alors, on va mettre connecter un lecteur Windows 10. Ça doit pas être ça non plus. Comment mapper un lecteur? Non, probablement. Connecter un lecteur réseau, impossible, non. Alors, quel est le message? Reconnecter vos lecteurs. Alors, on va faire zone de notification Windows 10, reconnecter lecteur. Il faudrait que j'écrive correctement. Il doit y avoir qu'un seul N. Pas du tout. Ok. Connecter lecteur. Alors Windows, la zone de notification a disparu, c'est pas ça. Alors, est-ce que Solange, vous pourriez mettre le message exact justement pour qu'on puisse retrouver à quoi ça correspond. Si vous pouvez me mettre le message exact, là je vais faire un copier-coller de ce que vous m'avez mis pour voir si on trouve quelque chose. Alors, reconnecter le lecteur. Est-ce que ça va être ça? Alors, depuis 2 jours, je reçois le message suivant, reconnecter votre lecteur important. Ça doit être quelque chose comme ça. Je vais jeter un œil dans le gestionnaire de périphériques s'il n'y a pas de souci. Ça, je vois pas pourquoi. Mais si ça s'arrête là. Alors, regardez ici. Solution, reconnecter un lecteur. On va regarder ça. C'est bon, ça a fonctionné. Alors, voyons voir. Alors, pour info, premier message, reconnectez votre lecteur. On ne pense pas forcément au lecteur CD ou DVD. Deuxième message, votre lecteur d'historique de fichiers a été déconnecté trop longtemps. Reconnectez-le, puis appuyez sur cliquer ici pour continuer à enregistrer les copies de vos fichiers. Troisième message, vos fichiers seront temporairement... voilà, donc ça doit être en partie ce que je vous indiquais, c'est-à-dire que soit vous avez un disque externe qui est branché, ou alors ça fait longtemps que Windows n'a pas pu mettre à jour l'historique des fichiers, pardon, je vais y arriver. Donc ce que vous faites, si vous avez donc reconnecté vos lecteurs, vous cliquez dessus, vous choisissez reconnecter les lecteurs, et à partir de là, il devrait vous indiquer la procédure pour
ce que vous devez faire, c'est-à-dire est-ce que vous devez brancher quelque chose, est-ce que voilà, il a juste une mise à jour à faire. En théorie, ça devrait être bon. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur le message pour voir où est-ce qu'il va vous rediriger et voir un petit peu comment ça va se passer. Là, je regarde juste sur la page sur laquelle il nous avait envoyé. Mais ça n'a pas l'air très pertinent. Donc vous pouvez cliquer dessus, de toute façon comme ça vous aurez des informations supplémentaires. Je vais vous copier-coller l'adresse, ce qui vous permettra de regarder ce qui a été indiqué et puis voilà, tenez-nous informés, cliquez dessus et regardez un petit peu ce qu'il va vous donner. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité, de faire des captures d'écran pour voilà, pour nous montrer un petit peu comment ça se passe lorsque vous cliquez dessus. En tout cas, vous pouvez cliquer dessus, il vous indiquera certainement la marche à suivre. Voilà Solange. Mario, désolé Cédric, je fais ça pour vous aider. Je sais Mario, pas de souci. Je vous précise juste que voilà, les questions qui sont posées ici sont en général pour que j'y réponde, mais si vous y répondez avant, j'ai plus besoin d'y répondre. Quel cas, on reste sur le forum. Mais voilà, merci Mario, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à continuer de m'aider si vous voyez que je suis en difficulté. Lucien, si une question, vous avez parlé de connecter son PC à la box avec un câble Ethernet. J'ai regardé, on peut sur internet pour un câble de 10 mètres et là, surprise, du câble catégorie 5, 5E, 6 droit ou croisé. Je suis complètement perdu, merci de m'éclairer car moi c'est la jungle, merci. Pas de souci, Lucien, effectivement. Vous avez raison, y a pas mal de choses qui peuvent sembler compliquées et par le passé c'était un petit peu plus compliqué au niveau des câbles réseau. Aujourd'hui vous pouvez choisir un câble droit ou un câble croisé, d'ailleurs un câble droit ce sera parfait. Les routeurs sont désormais capables de gérer si vous avez un câble droit ou un câble croisé. Pour eux c'est transparent, c'est un petit peu comme un lecteur CD qui serait capable de reconnaître des DVD R+, ou des DVD R-. Avant il fallait faire attention en fonction du lecteur qu'on avait et maintenant voilà, les lecteurs lisent et gravent les plus et les moins. Et bien là c'est un petit peu pareil, aujourd'hui les box et les ordinateurs sont capables d'accepter des câbles droits ou croisés. Droit ou croisé, c'est en fait la façon dont sont branchés les fils au sein du câble Ethernet, et un câble droit fera l'affaire. Après, en ce qui concerne la catégorie, la différence entre les différentes catégories, c'est le blindage du câble, son épaisseur et la façon dont il va résister aux interférences. Si par exemple vous avez une maison et que vous souhaitez câbler dans les murs ou voilà, pré-câbler quand vous fabriquez votre maison, plus vous allez prendre un câble de catégorie importante et plus il sera blindé et plus il résistera aux interférences. Par exemple, quand les câbles passent à côté de câbles électriques, les câbles électriques ont tendance à générer des ondes qui ne sont pas bonnes pour le réseau. Et donc plus vous allez prendre un câble de catégorie importante et plus le blindage sera important et moins d'interférences il y aura, et en général plus la qualité est bonne, plus le chiffre est élevé et meilleure est la qualité du câble. Donc en gros, ça va dépendre un petit peu de votre budget. On va regarder un petit peu le prix sur Amazon. Je ne sais pas quels sont les prix qui sont pratiqués pour les câbles. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Et voilà, après sur un câble de 10 mètres, bon voilà, en général il y a un peu plus de perte de données que sur un câble de 5 mètres, mais c'est pas non plus... Alors, câble Ethernet, on va dire 10 mètres. Pardon. Donc là, vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui sont proposées. Donc là, c'est un catégorie 6. Il y a même des catégories 7. Donc voilà, vous voyez les prix. Sur un 10 mètres, c'est soit entre 9 € et 13 €. Vous voyez, il y a quand même, bon, ça fait quand même une vraie différence entre 9 et 13. Mais voilà, un câble de catégorie 6 sera largement suffisant. Et un câble, voilà, si vous voulez vraiment le top de la qualité. Mais ça a aussi des inconvénients de prendre des câbles de catégorie 6 et 7.
Pourquoi? Parce que les câbles sont plus rigides et donc ils ont tendance à être plus difficiles à attendre ou enfin voilà à manipuler. Donc voilà, il y a des avantages, des inconvénients. Si vous prenez un câble de catégorie 6 comment dire, en 10 mètres, ce sera largement suffisant pour l'utilisation que vous allez en avoir. Comme je vous disais, hein, les catégories 6 et 7 sont surtout réservées pour les câbles qui vont aller dans les murs. Et d'ailleurs, ils vendent même des bobines que vous pouvez acheter et ensuite vous mettez vous-même les têtes. Bon, enfin, en tout cas, on n'en est pas là. Je vais vous copier-coller donc les deux références comme ça que vous puissiez avoir. Donc ça va être le catégorie 6 en 10 mètres. Câble réseau 10 mètres. Donc en catégorie 6. Voilà. Et en catégorie 7. Ouais, comme je vous dis, hein, c'est vraiment pas indispensable. C'est juste que c'est plus blindé en fonction de l'endroit où il doit passer. Si vous le passez derrière des micro-ondes, si vous le passez derrière des endroits où il y a des ondes qui sont émises, meilleure la catégorie sera et mieux le blindage sera, quoi. Voilà, je sais pas si je vais pouvoir copier ces deux lignes directement. Apparemment oui, c'est bon. Ah mince, non, pas forcément. Alors, je vais les recopier-coller. De toute façon, vous les aurez dans la retransmission, ne vous inquiétez pas. Catégorie 6. Catégorie 7. Voilà. Et moi, je vais les garder ici. Voilà. Alors, Eve, bonjour. J'ai effectué la marche à suivre concernant mon disque dur externe, mais cela n'a pas fonctionné. Le disque est en RAW. Oui, effectivement. Donc là, ça va être un vrai problème, je pense, s'il n'est pas reconnu. Donc la différence entre FAT32 et NTFS, j'en ai parlé dans le mini-cours. C'est un système de fichiers, d'ailleurs, comme le fichier RAW. Et donc la différence entre les trois, c'est que le NTFS c'est un format qui va être, c'est un format natif de Windows. Et d'ailleurs pour la petite précision, Louis-Paul m'a dit que le NTFS était lu sur Linux. Je pensais que c'était lu que sur Windows, mais si ça se trouve, il est même lu sur macOS parce que j'avais fait un test avec l'ordinateur de mon père et mon père a un ancien macOS. Alors ça se trouve aujourd'hui les macOS sont capables de lire le NTFS, ce qui est tout à fait possible. Ça doit être des options à rajouter et c'est pas impossible que ce le soit. Mais voilà, le NTFS va vous permettre une plus grande flexibilité et une plus grande fiabilité du système de fichiers Windows, notamment de ne pas avoir les contraintes de ne pas dépasser les fichiers de 4 Go. Le FAT32, pardon, vous êtes limité, vous ne pouvez pas transférer des fichiers sur un disque FAT32, des fichiers qui font plus que 4 Go. Je pense qu'il y a d'autres limitations, mais c'est celle qui est la plus pénible. Voilà la grande différence entre les deux. Le NTFS donc peut être lu sur Linux, je l'ignorais, mais c'est essentiellement si vous voulez maximiser la compatibilité de vos périphériques, si vous voulez le lire sur une télé, si vous voulez le lire sur une PlayStation, il vaut mieux choisir le système FAT32, le système NTFS étant plutôt réservé à l'écosystème Windows, on va dire. Ensuite, le fait que votre disque soit en RAW, là malheureusement ça, je pense que ça va être compliqué. On va regarder ensemble les solutions qui peuvent être éventuellement proposées sur Internet, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui avaient ce type de choses et c'était mauvais signe en général. Alors, disque dur externe, on va dire, RAW. On va regarder un petit peu, voilà, disque dur externe, RAW, une solution résolue. On va espérer qu'ils ont pu trouver quelque chose. Alors, disque dur brusquement passé en RAW sous Windows et sans explication. Alors, ça, je vais vous faire un copier-coller. F, comme ça, vous pourrez regarder aussi de votre côté plus tranquillement. Là, on va un petit peu survoler pour voir comment ça se passe.
reconnecter le lecteur. Et là, ensuite, c'est disque dur, partition disque dur, passer en RAW. Alors, on va voir, peut-être qu'il y a des nouvelles solutions qui sont apparues, mais je me souviens que c'était vraiment galère. Alors, dommage et merci pour le descriptif que j'ai apprécié la lettre, mais ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, dans cette situation, on va prendre ça sur... je vais faire un copier-coller sur Google pour pas avoir les publicités autour. Là. Voilà. Alors, donc, dans cette situation, le disque dur externe est visible dans le poste de travail, mais ne peut rien faire sur Windows. Disque non formaté, voulez-vous le formater? Alors, Eve, vous m'aviez pas répondu la dernière fois. Est-ce que votre fichier est visible dans l'explorateur de Windows, comme je vous l'ai indiqué la dernière fois? Donc, là, dans la situation de la personne, le disque dur externe est visible dans le poste de travail. Quand on clique droit sur le disque dur, puis qu'on choisit propriété, on voit le disque dur est en RAW. Donc ça, je ne sais pas ce que ça se passe pour vous. Ce poste indique donc comment récupérer les données présentes sur le disque quand le programme classique de récupération des données sont inefficaces, puis comment reformater le disque dur quand on n'y parvient pas avec Windows. Donc en premier lieu, il faut télécharger 2 programmes TestDisk, puis FAT32 formateur. Donc FAT32 formateur, pour l'instant, on va le laisser de côté. TestDisk, voilà, donc ça, TestDisk, c'est le logiciel qui va vous permettre de tenter de récupérer votre disque dur. Et on va regarder comment ça se passe donc sur le tutoriel de PC Astuces. Donc je vais vous mettre le lien pour récupérer le logiciel TestDisk. Là, je vous avoue, on part sur des sentiers un petit peu pénibles. Donc, télécharger le programme Test Drive. TestDisk ou Test Drive, je sais plus. TestDisk, je crois. Et tutoriel d'utilisation. Alors, tutoriel d'utilisation, où est-ce qu'il va être? Il va être ici. Il y en a 2 en fait. Donc on va voir. TestDisk. Photorec est un logiciel de récupération des données supprimées. Il permet de récupérer les fichiers des lecteurs de disques CD en mémoire flash. Il reconnaît les formats, donc ça, non, c'est pas ça. Autre version, non. Donc voilà, on va partir de ces deux choses qui sont ici. Donc là, Eve, vous êtes parti pour de la lecture. On va regarder le tutoriel, voir s'il est plus simple. Alors, je vais vous mettre les différentes choses. Est-ce que j'avais copié déjà ça? Oui. Ensuite, donc, le logiciel pour le télécharger. Ensuite, le premier tutoriel de PC Astuces, parce que à mon avis, ce sera plus simple sur PC Astuces, puisque l'autre, c'est un wiki qui va vous permettre, voilà. Alors, on est parti. Donc, le PC Astuces, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, réparer un disque dur, passer en RAW. Ça doit être totalement votre souci. Donc, ils indiquent que cliquez sur le bouton gestion des disques. Voilà. Donc, liste des disques branchés sur votre ordinateur s'affiche parmi eux. Le disque dur récalcitrant est présent. Cela signifie qu'il fonctionne et est reconnu par le système. Donc ça, en théorie, Eve, vous devez avoir ça.
Ensuite, en revanche, son système de fichiers indiqué est en RAW, c'est-à-dire que les données brutes illisibles par Windows. Donc télécharger, exécuter test disque, donc ça, on va quand même regarder à quoi ça ressemble. Donc là, ils expliquent comment faire, comment le télécharger, comment extraire les fichiers, tout ça, ça ne nous intéresse pas, comment le lancer. Donc analyser son disque dur. Donc ensuite, voilà, alors là, il va falloir que vous suiviez la procédure qui est indiquée ici. Je vais malheureusement pas pouvoir vous aider beaucoup plus. Il va falloir que vous puissiez lire cette troisième partie, réparer un disque dur passé en RAW. Donc il va falloir que vous puissiez suivre les différentes étapes. La bonne nouvelle, c'est que c'est en français. La bonne nouvelle, c'est que c'est bien documenté. Vous voyez, il y a beaucoup d'images. Donc vous allez pouvoir suivre les processus étape par étape. Donc vous allez pouvoir suivre tout ça. Ensuite, vous aurez étape suivante, récupérer ces fichiers. Donc là, voilà, vous suivez ce tutoriel qui a l'air d'être très bien fait. Je ne pourrais pas vous aider mieux que ce qui a déjà été fait. Donc là, en gros, je pense qu'il vous conseille de faire en sorte que les choses soient à nouveau visibles pour que vous puissiez les sauvegarder. Et après, je pense qu'il vous incite à essayer de recréer le secteur boot, peut-être. En tout cas, voilà. Eve, je ne vais pas pouvoir vous aider plus. Il faut que vous puissiez suivre la méthode de PC Astuce étape par étape pour tenter de récupérer votre ordinateur. Si toutefois vous ne vous sentez pas de faire les manipulations, vous pouvez éventuellement donc faire appel à un dépanneur informatique. Assurez-vous bien qu'il aura les compétences pour le faire. Mais sachez que pendant la procédure, vous avez aussi la possibilité de perdre vos données. Il faut que vous soyez préparé malheureusement à cette éventualité. Parce que voilà, c'est quand le disque dur passe en RAW et que le fait de faire un CHK-DSK ne répare pas les erreurs du disque et ne le permet pas de le repasser lisible par Windows, après c'est un petit peu qui tout double. C'est quand de la même façon quand vous perdez des fichiers depuis votre ordinateur parce que votre disque dur est endommagé, c'est un petit peu qui tout double pour les récupérer. Voilà, et vous pouvez partir là-dessus. Suivre étape par étape le tutoriel et nous dire demain, éventuellement si vous avez le temps de le faire, comment ça s'est passé. Bonjour Gabriel, bienvenue parmi nous. Alors, je reçois un message. Vous devez corriger le problème de votre compte Microsoft pour pouvoir ouvrir les applications sur vos appareils mobiles et poursuivre votre expérience sur cet appareil. Alors, Gabriel, pouvez-vous nous dire à quel endroit vous recevez ce message? Est-ce que c'est dans votre boîte mail? Est-ce que c'est sur votre portable? Est-ce que c'est sur votre boîte mail dans votre portable? Est-ce que c'est un message de notification de votre ordinateur portable, téléphone portable? Voilà, merci d'apporter des précisions et que je puisse vous répondre. Pour savoir si c'est un message légitime ou si c'est du phishing. Et au passage, merci de nous préciser si c'est un téléphone, de quel téléphone il s'agit. Est-ce que c'est un téléphone sous Android, sous iOS, sous Windows Phone, pour que ce soit plus simple. Lucien, ça paraît tellement simple quand vous expliquez les choses. Merci à vous. Avec plaisir, Lucien. C'est pas spécialement... Voilà, c'est pas... Il suffit juste de le savoir. Hein. Pour vous, maintenant, ce sera simple de l'expliquer, vu que vous savez maintenant la différence entre les différentes catégories. D'ailleurs, à mon avis, sur Internet, vous pourrez trouver les différences entre les catégories de câbles. Pour ce faire, vous faites juste une recherche sur Google. Différence entre les câbles Ethernet. Voilà, et là vous avez câble Ethernet, quelle catégorie choisir dans le Crab Info. Donc voilà, il vous explique tout. Je vais vous mettre le lien, comme ça vous l'aurez. Ça peut toujours être intéressant. Et on va peut-être s'apercevoir que j'ai dit des bêtises. Donc, les différentes catégories de câbles.
Donc vous voyez, c'est en fait aussi la catégorie fait en sorte que vous allez pouvoir passer plus de données sur ces câbles. Donc effectivement, si vous avez la fibre par exemple, eh bien il est important de choisir des câbles de bonne facture, sinon vous serez limité apparemment dans les débits. Et ensuite, il y a également donc le blindage. Il est inutile, pour ne pas dire non recommandé, de mettre un câble blindé si non blindage n'est pas relié à la terre d'un côté. Enfin voilà, vous pourrez lire un petit peu tout ça. Ce sont des informations complémentaires intéressantes à savoir pour la culture. Je vous rajoute donc ce lien. J'ai déjà dû le rajouter. Oui, me semble-t-il. En tout cas, merci Lucien pour votre retour. Je suis content que les choses vous paraissent plus simples quand je vous les explique. C'est parfait. Alors, quelle est la différence d'un disque dur hybride SSHSD et du disque dur SSD? Alors Daniel, quelle est la différence entre en fait, si vous voulez, un disque dur SSHSD, c'est un disque dur hybride, c'est-à-dire qu'il va coupler un SSD et un disque dur. Alors, il me semble que j'en avais déjà parlé, je me souviens plus si c'est le cas. Donc, vous avez, on va dire, trois types de lecteurs. Vous avez les disques durs classiques, qui sont mécaniques. Vous avez les disques durs dont vous venez de parler, les disques durs SSHSD, qui donc embarquent une partie de cartes électroniques de SSD pour accélérer les processus. Je dirais que ça peut partir d'une bonne idée. Je sais pas où ils en sont exactement aujourd'hui, mais à une époque c'était pas terrible d'avoir ce type de disque dur hybride, parce que vous allez avoir un petit peu l'inconvénient des deux mondes. L'inconvénient du disque dur aujourd'hui, on va dire que c'est sa lenteur par rapport à un SSD, évidemment, hein. Il y a des disques durs aujourd'hui qui sont rapides, très rapides même, pas aussi rapides qu'un SSD, mais qui sont rapides, parce qu'on est limité par la partie mécanique, qui est donc le deuxième inconvénient d'un disque dur. Il y a donc sur un disque dur une partie mécanique. Et donc, l'avantage des SSD, c'est que toute la partie est électronique et qu'il n'y a donc aucune partie mécanique. Donc beaucoup de vitesse et moins de fragilité que les disques durs classiques. Donc l'avantage d'avoir un SSD, c'est que vous allez avoir énormément de rapidité par rapport à un disque dur, et l'inconvénient c'est que les SSD sont beaucoup plus chers que les disques durs à taille égale. Si on regarde rapidement sur Amazon le prix d'un disque dur d'un giga, parce que ça doit plus se faire le prix, si vous voulez, au gigaoctet est très important. Donc disque dur interne, on va prendre 1 Tera. Bon, après, l'inconvénient de ça, c'est que, donc vous voyez, un disque dur d'1 Tera en interne, ça vaut 50,60 €. Et si on prend un SSD d'1 Tera, un SSD d'1 Tera, ça vaut 269 €. Donc le prix, on va dire, au gigaoctet est 5 fois plus important sur un SSD. Donc l'avantage du disque dur, c'est que vous allez pouvoir vous en servir pour faire du stockage, et l'avantage du SSD, qui est très rapide, vous allez pouvoir vous en servir pour votre système. C'est comme si vous preniez l'autoroute avec une Ferrari et que vous preniez l'autoroute avec une Rolls-Royce. La Ferrari va aller beaucoup plus rapidement, mais vous ne pourrez pas mettre de bagages dans les coffres, alors que la Rolls-Royce, elle sera confortable, elle va rouler tranquillement, mais au moins vous aurez un grand coffre pour mettre tous vos bagages. Les disques durs, c'est pareil. Donc les disques durs, c'est plutôt pour le stockage, et les SSD, c'est plutôt pour la vitesse. Donc tout ce qui est disque système, vous utilisez les SSD. Et l'inconvénient donc du SSHSD, c'est que vous allez avoir des performances intermédiaires entre les deux, et vous allez avoir les inconvénients de chaque, c'est-à-dire la fragilité du disque dur et pas forcément la vitesse du SSD. Donc ces disques hybrides là, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas trop l'actualité des SSHSD, mais si vous avez le choix, je vous conseille plutôt de prendre un disque SSD pour votre système. Aujourd'hui, la bonne valeur, on va dire, c'est 256 Go en termes de rapport qualité-prix.
Je sais plus, j'en ai conseillé là dans le guide d'achat sur le site. Je sais plus quelle référence j'ai indiqué, mais voilà, 250 Go aujourd'hui, ça paraît être la bonne valeur pour disque dur. Voilà, disque dur. Voilà, aujourd'hui, un disque dur en 250 Go, ça vaut 107 euros. Donc voilà, l'idéal, c'est d'avoir pardonnez-moi, pas un disque dur, un SSD, je m'embrouille. Un SSD aujourd'hui de 250 Go, ça vaut 107 euros. Donc l'idéal, c'est d'avoir un SSD à 250 Go et on va dire un disque de stockage de 2 Tera, comme j'ai indiqué ici, à 70 euros. Donc pour 170 euros, vous allez avoir 2 Tera 250 avec une partie très rapide pour le système et une partie de stockage pour les fichiers que vous mettez, vos fichiers vidéo ou ce genre de choses. Voilà. Après, les disques durs hybrides, je trouve que voilà, vous allez avoir un petit peu l'inconvénient des deux mondes et que voilà, j'aurais pas tendance à les recommander. Alors, Eve, oui, il est visible dans le gestion en F. Sein actif partition principale. Alors, Eve, d'accord, donc il est visible, c'est déjà ça. Donc, si le CHK DSK n'a pas réparé le disque F, donc comme la commande que je vous ai indiquée hier, dans ce cas-là, il faut que vous passiez par le tutoriel de PC Astuce qui est très détaillé avec test disque. Malheureusement, ce ne sera pas une opération simple comme ça aurait pu l'être en faisant le chkdsk/f/m, me semble-t-il. J'en suis bien désolé pour vous, Eve. Alors, Gabriel, sur mon PC portable, dans les notifications, d'accord. Alors, si c'est dans la zone de notification, Gabriel, vous pouvez cliquer dessus. Il y a peu de chances que ce soit un logiciel malveillant qui ait généré ça ou un mail d'hameçonnage. Donc, vous pouvez cliquer dessus et voir un petit peu ce qui va vous répondre. C'est un petit peu comme tout à l'heure pour reconnecter les lecteurs. On va essayer de regarder le message maintenant que vous avez pu nous apporter cette précision. Parce que moi, je pensais que c'était sur votre téléphone. Alors... Vous devez corriger les problèmes de compte Microsoft pour pouvoir ouvrir les applications sur cet appareil. Donc je vais faire un copier-coller et on va voir ce que va nous raconter Google à ce propos. Alors, problème de compte Microsoft. Ça a l'air d'être ça. Alors, moi sur mon PC Windows 10, 79... Alors, moi sur mon PC Windows 10 également, à chaque démarrage et plusieurs fois dans la même session, j'ai cette notification, vous devez corriger le problème. Et pourtant, mon identifiant et mon mot de passe sont OK. Il s'agit assurément d'un bug de Windows 10. Ne crois-tu pas que Microsoft ne pourrait pas updater un correctif sur ce problème qui me gêne beaucoup? Alors... Donc là, ça a l'air d'être un bug, mais ça a l'air de dater un peu. Je pense qu'ils ont dû corriger le problème. Ça date de quand? Est-ce qu'il y a une date? Non, pas de date. Ah si, 4 octobre 2016. Donc ça date. Donc il a dû avoir d'autres solutions. Enfin, en tout cas, on va espérer. Alors, utilisation de résolution des problèmes d'activation. Je pense pas que ce soit ça, mais bon. Vous pouvez malgré tout essayer ça. Est-ce que, enfin, je suppose que votre Windows est activé sur votre ordinateur portable, Gabriel. Pour voir, vous faites la combinaison de touches Windows plus pause. Et à partir de là, dans le Windows Pause, vous devriez voir si votre Windows est activé. Donc assurez-vous bien que votre Windows est activé. En théorie, ça doit bien se passer. Et après... il n'y a pas l'air d'avoir trop de réponses.
mais vous pouvez éventuellement essayer l'utilitaire de résolution de problèmes pour l'activation pour voir si ça vient de là et voir si ça peut résoudre votre problème. Est-ce que ça vous le fait depuis longtemps? Est-ce que vous avez déjà redémarré? Donc souci avec corriger le problème de votre compte Microsoft. Donc ce qui... Oh, j'aurais pas dû... Bon, c'est pas grave. Ce qu'ils indiquent, c'est donc de vous rendre dans mise à jour et sécurité, activation, puis de sélectionner dépanner. Donc vous cliquez sur le menu démarrer, vous allez dans les paramètres, vous choisissez mise à jour et sécurité. Après vous allez dans activation. Et là, en théorie, il n'y a plus ce dont il parlait, qui est dépanner. Vous devez être administrateur pour utiliser cette option. Activation, puis sélectionner dépanner. Alors j'ai même pas dépanné. Alors peut-être que si votre Windows n'est pas activé, Windows est activé. Peut-être que si votre Windows n'est pas activé, vous pourrez choisir dépanner. Je ne sais pas comment ça se passe sur votre ordinateur. Ici, moi, j'ai pas dépanné, donc peut-être que ça date un peu et qu'ils ont enlevé aussi cette chose-là. L'option dépanner n'est disponible que si votre copie de Windows version 10.07 ou ultérieure n'est pas activée. Ah voilà. Donc voilà, ça vous aurez cette option si votre Windows n'est pas activé. Donc vous pouvez essayer de regarder dans cette direction pour voir s'il y a autre chose, parce que dans les choses qui sont proposées, je vois pas bien d'autres choses qui pourraient correspondre. Je suis en train de regarder s'il y a des choses qui pourraient... Ah oui, il y a beaucoup de choses là. Ce serait plus simple que je fasse une recherche. Alors, le problème compte Microsoft. Problème compte... Ah, il n'y a pas de résultat avec le problème compte Microsoft. Donc... Ah si, ça ressemble à ça. Alors, il y a une solution qui est donnée ici. Vous devez corriger votre compte Microsoft pour les applications sur vos autres appareils pour pouvoir lancer les applications et continuer. Ça a l'air d'être ça, votre message. Essayez de passer à un compte local. Cliquez sur démarrer. Donc là, je vais vous envoyer ça. Ça a l'air d'être pertinent. Gabriel, n'oubliez pas, avant de passer en compte local, de faire des sauvegardes. Mais vous pouvez essayer ces manipulations-là. Je vais les copier-coller. Est-ce que je vais... Non, je ne vais pas pouvoir le copier-coller. Ça va faire plus de 200 caractères. Je vais l'intégrer ici. Solution proposée. Voilà, comme ça, vous l'aurez dans la retransmission. Sous les différentes choses, vous aurez la description. Voilà Gabriel, on va essayer d'avancer par rapport à ça. Alors, Sacha, bonne soirée à toutes et tous. Je ne serai pas avec vous demain pour le dernier Demande à Cédric d'avril, mais je regarderai le replay. Avec plaisir Sacha, quand vous voulez. Bonne fin de semaine et bon week-end. Alors Eve, merci pour vos conseils. Une autre question, mon icône des images GIF a changé. Comment retrouver l'original? Alors, comment est-ce que vous allez retrouver l'original? Donc, si votre icône a changé, je vais essayer de vous montrer ça avec
avec un dossier image par exemple, avec une image pardon, qu'on va trouver directement sur internet. Plage. Alors ici je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé là. Ah oui, bah, d'accord. Donc là je vais vous montrer avec une image qui va voilà, apparaître ici. Donc ici elle est au format PNG, ce sera pareil si elle est au format GIF. Test. Donc en théorie, ce qui est assez étrange, c'est que vous n'ayez pas la miniature qui apparaît ici. Ça c'est assez mystérieux. Mais en tout cas, vous faites un clic droit, vous choisissez propriétés, et à partir de là, si vous voulez, vous avez l'icône qui devrait apparaître si vous n'aviez pas de miniature. Donc vous voyez, moi ça ressemblerait à ça. Donc c'est parce qu'il s'ouvre avec une application particulière. On voit ici, lorsque l'on fait donc un clic droit sur la photo, sur le fichier original, et qu'on choisit propriété, on s'aperçoit qu'il l'ouvre avec une application particulière. Donc moi ici, mes PNG, il va me les ouvrir avec photo. Si je double-clique sur le fichier PNG, il a bien ouvert l'application photo. Donc ici, vous avez la possibilité de changer l'application qui s'ouvre par défaut pour le type d'extension. Donc si par exemple je souhaite que ça s'ouvre avec, on va choisir un autre logiciel, on va voir ce qu'il nous propose. Si par exemple j'ai envie qu'il l'ouvre avec la galerie photo, plutôt que de l'ouvrir avec photo, je choisis ici galerie photo, je clique sur OK. Et là, eh bien, mon icône aura changé. Vous voyez, il va l'ouvrir avec l'icône de la galerie photo. Si je clique sur OK, et si je double-clique sur le fichier, il ne m'a pas ouvert photo, il m'a ouvert la galerie photo, parce que je lui ai demandé qu'il me l'ouvre avec la galerie photo. Et ça, vous pouvez le faire avec tout. Donc c'est très important de connaître cette manipulation. Donc vous faites un clic droit, vous choisissez propriété, et là, vous allez voir donc qu'il s'ouvre avec telle ou telle application. Vous choisissez modifier, et là, bien, vous allez choisir le programme qui vous convient le mieux. Moi, je laisse photo parce que c'est le programme par défaut de Windows 10. Donc, je reclique sur OK. Et là, vous voyez, l'icône de mon fichier photo va avoir changé. Donc, je clique sur OK. Je redouble-clique. Et là, maintenant, il va me l'ouvrir avec photo. Et donc, du coup, en théorie, votre icône devrait changer et retrouver donc son original en fonction de l'application avec laquelle vous allez l'ouvrir. En tout cas, c'est ce que j'interprète. Daniel, merci, c'est clair maintenant, avec plaisir Daniel. Lucien, je rebondis sur la question de Daniel sur les disques durs. Quel avantage ou inconvénient sur un PC portable d'un SSD? Alors, spécifiquement un PC portable, il va y avoir plusieurs avantages. Donc il y a aussi des inconvénients malheureusement. L'inconvénient, c'est celui du stockage. Pourquoi? Parce que dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure où on disait, voilà, vous pouvez avoir un SSD et avoir un disque dur pour le stockage. Par exemple, sur mon ordinateur personnel, si on ouvre mon explorateur de fichiers, on s'aperçoit que j'ai un SSD qui est là mon disque dur système et que j'ai 3 disques durs physiques pour stocker les différentes choses. Parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de choses de stocker et ça ne tiendrait pas sur un SSD ou alors il me faudrait plusieurs SSD qui soient très onéreux. Donc j'ai un SSD pour la vitesse et des disques durs pour le stockage. L'inconvénient sur un PC portable, c'est que en fonction de votre PC portable, vous n'avez pas toujours 2 emplacements. Je m'explique. On va essayer de trouver une image. PC portable ouvert. Je ne sais pas si ça va générer des images qui sont pertinentes. Surtout si je ne le mets pas au bon endroit. Voilà. Donc par exemple, on va prendre on va prendre laquelle? On va prendre celle-ci par exemple. Donc ici, voilà, dans cet ordinateur, sur ce PC portable, vous avez 2 emplacements pour les disques durs. Vous voyez, vous avez un emplacement à gauche et un emplacement à droite. Bon, ici, il n'est pas rempli parce qu'il n'y a qu'une cage sur la partie gauche et il n'y a pas de cage sur la partie droite. Mais vous avez 2 emplacements pour pouvoir mettre 2 disques. Donc vous pouvez mettre un SSD pour votre système et vous pouvez mettre un disque dur pour votre stockage. Ça au format 2,5 pouces. Parce que sur un PC portable, le format des disques durs est de 2,5 pouces et pas de 3,5 pouces. C'est la taille du disque dur. D'ailleurs, si je vous montre la différence entre les deux, disque dur, 2,5 pouces. 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 2,
2,5 et 3,5. Voilà. Est-ce qu'ils vont nous montrer une image pertinente? Image. Voilà, vous voyez bien la différence ici sur cette page. Vous avez deux tailles différentes. Les disques pour les ordinateurs portables, qui sont en 2,5 pouces, mais c'est également le format des SSD. Moi, mon SSD qui est dans ma tour, il est quand même au format de 2,5 pouces. Et vous avez les disques durs donc, qui sont plus destinés à des tours, qui sont plus grands. Donc l'inconvénient sur un PC portable, c'est que vous n'avez pas tout le temps deux emplacements, comme celui-ci que je vous montre à l'écran. Et donc, effectivement, si vous avez un portable et que vous avez besoin de stocker beaucoup de choses parce que c'est un portable avec lequel vous voyagez et que vous avez besoin d'avoir de l'espace, si vous tournez des vidéos, si vous avez besoin de transférer 250 Go, ça peut au bout d'un moment s'avérer un petit peu petit si vous faites des vidéos. Mais l'avantage d'avoir un SSD dans un ordinateur portable, il est double. C'est que le premier, ça va changer complètement l'utilisation de votre ordinateur portable parce que comme je vous le disais, un SSD c'est rapide. Il ne faut pas choisir n'importe quel SSD, mais voilà, les SSD que j'ai conseillés dans le guide d'achat sont tout à fait adéquates, que vous pouvez retrouver directement ici dans la rubrique guide d'achat dans le menu en haut. Les disques durs que je recommande ici en SSD sont tout à fait convenables en termes de rapidité. Mais ce que je voulais dire, j'ai un peu perdu le fil. Et l'autre avantage d'avoir un SSD dans un disque dur portable, c'est que ce sera beaucoup moins fragile. Aujourd'hui, les ados ou même d'ailleurs les gens qui ne sont pas familiarisés avec ça parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne en général l'informatique et que un disque dur classique c'est mécanique et que donc si on le transporte quand il est en train de tourner, qu'on le pose un petit peu violemment sur la table, eh bien ça va endommager le disque dur. Avec le SSD, vous n'aurez pas ce désagrément. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter votre ordinateur portable sur une table, mais ça veut dire qu'il sera beaucoup moins sensible puisque c'est une partie électronique et qu'il n'y a aucune partie mécanique qui sera endommagée. Donc il faut faire très attention si aujourd'hui vous avez un ordinateur portable et que vous n'avez pas un SSD à l'intérieur, eh bien de faire très attention lorsque vous allez le déplacer, le poser d'un endroit à un autre. Parce que je ne sais pas si vous aviez déjà vu, mais au sein d'un disque dur, donc disque dur ouvert on va dire, voilà, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, je vais essayer de trouver une image qui soit un petit peu parlante, celle-ci par exemple. Voilà, donc un disque dur à l'intérieur, comment ça se passe? Un disque dur classique, hein, à l'intérieur d'un SSD ce sont des puces électroniques, il n'y a aucune partie mécanique, mais là un disque dur classique, vous avez des plateaux sur lesquels s'enregistrent les données, et vous avez une tête de lecture qui va lire les données. Et cette tête de lecture, lorsque le disque tourne, le disque tourne à différentes vitesses en fonction du disque que vous avez, mais la vitesse la plus lente c'est 5400 tours minute. Donc si on divise 5400 par 60, divisé par 60, il va faire 90 tours à la seconde. Donc le disque dur tourne très vite, même si 5004 c'est la vitesse la plus lente, il peut y avoir aussi 7002 et 10000. Et donc quand la tête, si toutefois vous tapez sur le disque pendant qu'il est en train de travailler, la tête de lecture ici qui normalement ne fait que survoler les données, elle va taper la partie mécanique du disque et là il va y avoir un sillon de données qui vont être perdues et comme ça tourne à 90 tours seconde, vous imaginez bien que vous risquez de perdre vos données, vous risquez d'endommager votre disque et vous risquez de ne plus avoir accès à celui-ci. Donc il faut faire très attention quand on a un ordinateur portable ou même si on a une tour et que cette tour est rangée au pied à vos pieds, lorsque l'ordinateur va travailler, si vous mettez des coups de pied, eh bien ça peut aussi créer ce genre de choc qui vont faire en sorte que votre disque dur ne va plus fonctionner. Donc il faut faire très attention de l'endroit où vous posez votre tour, si vous avez une tour, et d'être très précautionneux lorsque vous transportez votre ordinateur portable. Voilà Lucien, donc les avantages principaux c'est moins de fragilité et c'est plus de rapidité. Donc avoir un SSD dans un ordinateur portable aujourd'hui, si vous ne connaissez pas la différence entre un disque dur et un SSD, vous la verrez une fois que vous l'aurez installé parce que c'est vraiment magique. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal, d'ailleurs je n'ai plus d'ordinateurs qui n'ont pas de SSD en disque dur système parce que c'est tellement lent quand on a un disque dur normal que voilà, c'est vraiment
pénible, surtout que dans les ordinateurs portables, la plupart des disques durs qui sont montés, ce sont des disques durs qui tournent à 5400 tours et qui sont donc a fortiori moins rapides que les disques qui tournent à 7200 tours minute. Voilà Lucien. Janine. Ah oui, il est déjà 19h04. Oh là, le temps a passé très rapidement. Alors, je vais regarder s'il y a des questions simples. S'il y a des questions trop compliquées, on les verra demain. Alors, Janine, bonjour à tous. Tôt ce matin, j'ai enfin réussi à télécharger le mini-cours sur les sauvegardes avec WeTransfer. Merci pour le lien. Avec plaisir, Janine, content que tout ait fonctionné correctement. Gabriel, merci. Vous pourrez voir, Gabriel, si tout fonctionne correctement. Donc, vous pouvez repasser en compte local. Pour ce faire, je ne vous ai pas montré la procédure, mais en théorie, je pense qu'ils en parlaient. Vous cliquez donc sur le menu démarrer, vous cliquez sur les paramètres. À partir de là, vous allez vous rendre sur compte. Là, on voit que je suis sur un compte Microsoft puisque j'ai une adresse qui est ici, mais j'ai la possibilité, si vous souhaitez, donc vous, ce sera ici, se connecter plutôt avec un compte local. Donc vous allez cliquer ici, vous allez repasser en compte local. Donc ne vous inquiétez pas, il ne verra plus sur le côté votre OneDrive puisque vous serez connecté avec un compte local. Donc vous ne pourrez plus accéder à ça, mais ce sera temporaire parce qu'une fois que vous aurez choisi se connecter avec un compte local, que vous aurez redémarré, eh bien il faudra faire la procédure dans l'autre sens, c'est-à-dire se reconnecter avec votre compte Microsoft en mettant votre identifiant et votre mot de passe. Assurez-vous bien de les connaître avant d'effectuer ces manipulations, Gabriel. Voilà, allez, on va en avoir fini pour aujourd'hui, ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu, comme hier. Donc, bien, on se voit demain pour le dernier Demande à Cédric numéro 66. Merci à toutes et tous d'avoir participé. Merci Mario pour votre aide au sein du chat, sans aucune rancune évidemment. C'est juste que voilà, si je n'ai plus de travail, ça va être, il n'y a pas de souci en tout cas, Mario. Avec grand plaisir, merci pour votre aide. Merci à toutes et tous d'avoir été présents dans ce Demande à Cédric numéro 65. On se voit demain, donc demain il y a pas mal de choses à voir. Il y a, puisque comme vous avez en théorie pu le voir sur le forum, il y a une égalité pour le prochain mini-cours. Donc eh bien on fera, à moins qu'il y ait un vote cette nuit, on fera le partage, on fera demain directement pour les personnes qui sont présentes, le vote final pour voir ce qui se passe. Et il y aura également le tirage au sort pour les gagnants des cadeaux de ce mois-ci, que je vous enverrai, ou je vous contacterai, je vous en reparlerai demain. Je vous parlerai également des nouvelles règles du tirage au sort. Nous verrons tout ça demain. Merci encore à toutes et tous. Je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé, et à demain. Merci, au revoir.